Ça fait quelques temps que l'on vous dit qu'en Biélorussie, vous allez voir une carte, hein, c'est proche de chez nous, c'est à la frontière avec l'Europe et avec l'OTAN. Et on va reparler, oui Xavier, de l'Orychnik et de ses tests nucléaires. Et on va laisser la parole au président Alexandre Loukachenko. Voilà, cette menace, elle nous pèse quand même depuis quelques temps. L'Orychnik est une arme terrifiante. Il sera déployé en décembre. Dans quel but? Je veux qu'ils comprennent que nous pouvons frapper fort si les choses tournent mal. Nous allons nous asseoir avec Poutine, prendre une décision et boum. Il ne faut pas nous chercher des ennuis. Alors, à celles et ceux qui pourraient sourire ou rire des déclarations d'Alexandre Loukachenko, vous allez voir que, en général, mieux vaut l'écouter. Surtout quand tout cela est corroboré par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et il a même un message en direction de ses alliés, des Européens. Nous pensons que l'année dernière, jusqu'à 3 Orychnik ont peut-être été produits et qu'ils en prévoient jusqu'à 6 chaque année. Oui, jusqu'à 6. Et ce qui est important ici pour nos collègues dans le monde, c'est ce que nous constatons sur les cartes. C'est qu'ils veulent placer l'Orychnik en Biélorussie. Et nous savons qu'ils ont une portée d'environ 5000 km. Autrement dit, les Européens, et notamment ceux d'Europe de l'Est, doivent y prêter attention. Nos collègues baltes doivent également y prêter attention. Voilà, c'est intéressant ce que dit... Oui, alors moi je ferai une remarque sur l'image. On a vu très souvent, assez régulièrement, Poutine avec ses chefs en train de leur raconter, faisant plan de bataille à la télé. Dernièrement, la semaine dernière. On a exactement la même chose là, finalement, un peu plus convivial, un peu plus resserré. Oui, le décor fait moins vieillot, vous avez raison. Voilà. Hein. Moins soviétique. Oui, la menace, ce que fait Zelensky, c'est qu'il cherche à tout prix à bien dire que la menace c'est pour tout le monde. Oui. Voilà. Et Orychnik, dans cette affaire-là, il me semble bien avoir lu, mais ça c'est dans la presse ukrainienne, que le site avait été détruit, ou un missile avait été détruit par les Ukrainiens. Oui. Voilà. Ouais, voilà, on est dans une arme aujourd'hui qui est effectivement 6 par mois. On va voir si effectivement ça va être produit. Pourquoi faire? C'est une tête, c'est Mirvé surtout. Ça veut dire qu'il y a plusieurs têtes séparées. Maintenant, c'est aussi un emport, alors dual, soit nucléaire, soit traditionnel. D'après les quelques éléments qu'on a, parce qu'en fait, il y a eu qu'une frappe. On a eu comme quelques doutes sur ce vide. Voilà. D'autres disent que non. Alors, on ne sait pas très bien. Les dégâts au sol n'étaient pas considérables. Les dégâts étaient moindres quand même. Voilà. Donc, on est bien dans une situation. Observer les dégâts. Ce qu'on peut s'interroger quand même, c'est pourquoi la Biélorussie veut à tout prix s'embarquer dans cette affaire. Parce que finalement, elle a réussi à garder une relative neutralité, et là aujourd'hui, elle prend parti ouvertement. Donc ça, c'est un nouveau message un peu différent, qui me semble dire, nous sommes aux côtés de la Russie, y compris dans ce conflit. Mais est-ce qu'il a le choix c'est une autre question. C'est possible. Voilà, parce que ça fait presque un an qu'il y a eu des essais conjoints il y a quelque temps. Ça fait presque un an que Poutine lui a, et surtout, entre guillemets, infusé ces fameux missiles. La constitution bélarusse a été modifiée il y a de mémoire 1 an et demi pour pouvoir accueillir des armes nucléaires sur son sol. La Constitution l'interdisait. Mais dans le discours de Poutine, ce qu'on voit surtout, c'est une communication extrêmement, j'allais dire, féroce pour faire peur à tous les citoyens d'Europe occidentale. Plus vous agitez la menace du nucléaire, 128 fois, c'est ça, depuis le début de la guerre? Oui, 128 maintenant. 128 fois maintenant avec celle de Loukachenko. Vous faites peur aux gens, parce qu'évidemment, le nucléaire, ça fait peur, et à juste titre, je pense, et il faut peser, parce que ce sont les opinions qui permettront de déterminer qui sera le vainqueur de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Si les Européens soutiennent l'Ukraine, l'Ukraine gagnera. Dans le cas contraire, elle perdra. Puisque vous parlez de guerre, mon cher Xavier, on va prendre la direction de l'Ukraine avec une défaite quasi programmée pour Kiev, la chute de Pokrovsk dans l'est du pays. Regardez ces images qui nous ont parvenues. Il s'agit de soldats des forces spéciales ukrainiennes envoyés sur place. Le but peut être retarder l'avancée de l'ennemi, une bataille qui dure maintenant depuis 18 mois. Alors, toute petite précision, certains sites, Xavier, et indiscrétion, disent que Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, faisait partie de ce groupe des forces spéciales arrivées du côté de Pokrovsk. Rien pour l'heure nous confirme cette information. Alors Pokrovsk, pourquoi? Parce que ça fait des semaines et des semaines que les Russes disent on est à l'intérieur. Il y aurait quelques soldats effectivement dans le centre de cette ville, mais c'est surtout l'objet, vous allez le comprendre, de communication acharnée du côté du Kremlin. Et ça commence par Vladimir Poutine avec une grosse opération. On va l'écouter, et un certain sarcasme du côté du président russe.
Je suis heureux que vos camarades combattants sur tous les fronts avancent et agissent activement à 2 endroits. Comme vous le savez, dans la ville de Kupiansk et dans la ville de Pokrovsk, l'ennemi s'est retrouvé bloqué et encerclé. Des journalistes étrangers et ukrainiens se rendent dans les zones où l'ennemi est encerclé afin qu'ils puissent voir de leurs propres yeux ce qui s'y passe. Ils pourront ainsi constater l'état dans lequel se trouvent les troupes ukrainiennes encerclées. Et les dirigeants politiques ukrainiens pourront de fait prendre la décision appropriée concernant le sort de leurs citoyens et de leurs militaires. Comme ils l'ont fait autrefois à Azovstal. Voilà pour la mise en scène du côté ukrainien. On ne nie pas que les Russes sont entrés dans la ville. Écoutez Volodymyr Zelensky. La situation à Pokrovsk est difficile. Toutes les forces russes sont là-bas. Vous savez qu'environ 170 000 soldats ennemis sont concentrés dans cette direction. C'est beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà, la seule question qu'on peut se poser, bien évidemment, c'est vrai ou faux la présence de ces Russes. On a très peu d'images, en tout cas d'images vérifiées. La question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que Pokrovsk sera Azovstal ou Avdiivka? On sait qu'il y avait eu de lourdes polémiques politiques, militaires sur le choix quand... je crois que c'est de vous d'ailleurs, quand les politiques ordonnent aux militaires de rester pour des raisons politiques et que les militaires acceptent. Est-ce que ce sera le cas là? Je ne sais pas. Quand on prend les cartes, il y a comme somme de cartes qui montrent quand même que sans avoir un encerclement total de Pokrovsk, il n'y a plus qu'un espace de 2 km pour justement s'exfiltrer. Maintenant, si je reprends les chiffres, nous avons des chiffres qui circulent de 11 000 Russes qui assiégeraient Pokrovsk. Et là, on a le président Zelensky qui en dit 170 000. Et d'un autre côté, vous avez un autre discours du côté ukrainien qui dit nous sommes à 1 contre 8. Donc en même temps, on prépare indirectement, finalement, à accepter la chute parce que l'ennemi est trop puissant, trop nombreux, trop fort. Voilà, maintenant, que ça se fasse demain ou après, je n'en sais rien. Mais ça voudrait dire aussi indirectement, si on calcule les chiffres, 1 contre 8, ça donne une idée des effectifs. Si on est à 170 000, ça voudrait dire qu'il y a 25 000 Ukrainiens qui sont dans la poche. Les faire sortir, ça vous semble beaucoup? Ça va pas être facile. Donc, si on prend le chiffre qui circule depuis une semaine de 11 000 Russes et qu'on est à 1 contre 8, ça serait qu'il y aurait un bataillon à peine qui garderait cette zone. Ces images générales, on les revoit. Images d'un commando largué par hélicoptère, posé même, et cette rumeur, alors c'est peut-être une légende aussi, qu'il y avait le Boudanov, chef du renseignement militaire ukrainien, qui aurait participé à cette opération. Est-ce que vous avez plus Ça veut dire qu'une seule chose, ça veut dire qu'un hélicoptère a pu se rendre dans la zone des combats sans se faire détruire. Ça prouve que l'encerclement n'est pas total. Donc c'est vrai, l'image elle est là. Mais quand vous envoyez des commandos, tactiquement, c'est pour essayer de faire sortir vos camarades, essayer de trouver des... Là, 10 hommes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, le groupe commando? À part faire du renseignement, à moins qu'il y avait une action à mener. Moi, je crois qu'on est sur une image peut-être qui aide à expliquer ce qui se passe à Pokrovsk. Et je crois que ce qu'il faut retenir comme image, finalement, le sens à l'image, c'est qu'un hélicoptère a pu se rendre dans la zone malgré les combats. Donc, il y a encore une possibilité, effectivement. Caroline, vous avez des informations, visiblement. Ouais, j'ai des informations, mais ils lâchent pas. Ils veulent pas lâcher. Là, ils y mettent les moyens. Il y a le renseignement militaire, effectivement. Mais ça va être une catastrophe s'ils y mettent des moyens. Non, ça fait 18 mois qu'ils lâchent pas Pokrovsk. Bah oui, mais bon, à un moment donné, ils ont fini. On parlait d'Avdiivka. Ouais, mais je veux bien que vous ayez une volonté, mais... Moi, Christophe, pour la grande armée de Russie... Voilà. Non, mais ça, d'accord. Le problème, c'est qu'on parle... Il faut pas lâcher pour combien de victimes? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des moments où il faut se... Il faut pas lâcher Pokrovsk. Ils le savent, ils veulent pas lâcher les Ukrainiens. Non, mais qu'ils veuillent pas, c'est une chose. Il y a effectivement des militaires russes qui ont besoin de succès, parce que c'est depuis avant l'été, c'est une catastrophe, ils avancent. Non, mais ça, on est d'accord. Le problème, c'est jusqu'à quand les militaires... La rhétorique du nucléaire revient. Il lui faut des succès sur le terrain. Il avance petit à petit sur... Bon, vous voulez pas répondre à ma question, donc c'est pas grave. On sacrifie combien de militaires ukrainiens encore pour tenir cette ville? On le saura pas. Il y a eu Alamo. Il ne lâche pas. Si on veut parler de précédents historiques très anciens. En fait, non, mais Avdiivka, c'est pas Alamo, c'était qu'est-ce qu'on veut faire récent. La question revient à la question politique. Ne pas lâcher Pokrovsk, ça veut dire accepter de perdre des unités. Ouais. La question... Et on en manque sérieusement et cruellement en Ukraine. Voilà, il n'y a pas de ressources. Même s'il y a une contre-attaque aujourd'hui à 5 km
kilomètres au nord de Pokrovsk. Mais une contre-attaque mise en épingle et pas forcément avec beaucoup de moyens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Maintenant, la question, est-ce qu'il faut sacrifier encore des brigades supplémentaires dans l'état où elles sont, alors qu'on pourrait en avoir besoin arrière, sur la ligne arrière des combats? La question, c'est est-ce qu'on peut encore les sauver? Ah oui. Merci. Ça, la question maintenant. On veut gagner du temps. Même si un hélicoptère transport de troupes peut passer.